Donc alors on va parler ce soir de la peste et surtout on va faire un focus sur la peste à Lyon. Parce que Lyon a été très marqué par les pestes, parce qu'on parle de la peste. Alors quand on parle de la peste, on dit oh ben il y a eu une peste, on connaît la peste du Moyen-Âge, et puis c'est à peu près tout. Donc on va essayer de démêler les différentes sortes de pestes, quand est-ce qu'il y a eu des pestes à Lyon et surtout comment Lyon a été marqué par les pestes, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu une grande peste à Lyon, il y a eu des choses nouvelles qui se sont mises en place avec les différentes connaissances de façon à pouvoir lutter contre ces différentes pestes. Donc avant de parler des pestes à Lyon, on va juste parler des généralités. Qu'est-ce que c'est que la peste ? La peste est une maladie infectieuse qui est due à une bactérie qui s'appelle Yersinia pestis. Et cette bactérie donne une maladie qui est extrêmement mortelle, qui va donner différents symptômes. Celle qu'on connaît le mieux, c'est ce qu'on appelle la peste bubonique. Alors cette peste bubonique, on l'appelle bubonique parce qu'elle va donner des bubons. Alors on voit ici un bubon qui sont en fait des ganglions lymphatiques qui sont extrêmement gonflés et qui sont en fait bourrés de bactéries. Alors la peste bubonique, une incubation 2, 3, 4 jours, c'est donc quand même relativement rapide. Je rappelle que l'incubation, c'est le délai entre le moment où on contracte la maladie et le moment où les premiers symptômes apparaissent. Donc, on voit ces ganglions lymphatiques qui sont très gros. Ils apparaissent généralement à l'aine ou à l'aisselle, c'est ce qu'on appelle donc ces bubons. On peut voir aussi des phlyctènes. Alors les phlyctènes, ce sont les marques de morsures d'insectes. Donc, alors ça, on va voir qu'en fait, parce que la peste est due à une morsure d'insectes, mais bien sûr, on a mis très très longtemps à comprendre ce qui se passait, donc des phlyctènes qui sont noirs, et c'est pour ça que parfois on a pu appeler cette maladie la maladie, c'est un charbon, donc c'est pas la vraie maladie du charbon, on verra qu'il y en a d'autres, mais c'est présence de boules noires à la surface de la peau, donc c'est ce qu'on appelle un charbon. La fièvre monte très rapidement, 40 voire 42 degrés. Alors 42 degrés, je peux vous assurer qu'on n'est pas bien. Grande faiblesse, maux de tête, courbatures, troubles psychologiques, et la mort intervient généralement en moins de 7 jours, après le début des symptômes. Alors, dans certains cas, la peste bubonique guérit, et d'ailleurs, elle va laisser une immunité, et c'est pour ça qu'un certain nombre de personnes ont pu, pendant les périodes de peste, ont pu en aider d'autres, parce qu'ils avaient déjà guéri de la peste, et donc ne recontractaient pas la maladie. Alors, deuxième type de peste, c'est ce qu'on appelle la peste septicémique. La bactérie passe dans le sang et la mort à ce moment-là est inéluctable, on ne guérit pas et la mort intervient extrêmement rapidement et donc 100% de mortalité. Troisième type de peste, c'est pour ça que c'est une maladie qui est très compliquée, la bactérie peut passer dans les poumons. Et à ce moment-là, elle va se transmettre un peu comme se transmet le coronavirus, c'est-à-dire qu'elle se transmet par les gouttelettes et par les aérosols. Et lorsqu'on est contaminé de poumon à poumon, je veux dire que quelqu'un vous transmet la bactérie qu'il a dans ses poumons par les aérosols, l'incubation et la mort interviennent très rapidement. En un jour, vous êtes contaminé le matin, le soir, vous êtes mort. Et la mortalité, là aussi, elle est de 100%. Donc vous voyez, déjà une maladie extrêmement compliquée, où ça fait intervenir un insecte qui va piquer, ça peut passer dans le sang, ça peut passer dans les poumons. Alors quelques chiffres. Alors on considère, alors là c'est un très vilain mot, hein, on considère qu'une peste prélève, c'est-à-dire qu'elle fait mourir entre 5 à 25% d'une population, excepté dans la grande peste de Marseille en 1720, qui a tué 50% des personnes qui l'ont contracté. Et d'ailleurs, on verra que pour la peste de 1628 à Lyon, c'est la même chose, ça a été 50%. Alors, sur l'image que vous voyez ici, c'est le chevalier rose qui est sur son cheval et qui s'est
pris par la main pour aller ramasser les 2000 cadavres qu'il y avait entassés depuis un mois. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir, hein, mais 2000 cadavres entassés depuis un mois, ce que ça peut faire au niveau de l'odeur en particulier. Et pour ça, il avait pris 40 soldats et 100 forçats. Et sur toutes ces personnes, il n'y a eu que 4 survivants. Parce qu'ils étaient en contact donc, avec cette peste. Et Chevalier Rose lui-même a été protégé. C'est-à-dire qu'il n'a pas contracté la maladie parce qu'il était à cheval. Et sur le cheval, bon, c'est bien connu, il a une odeur extrêmement forte. Et ce sont des puces donc, qui sont à l'origine de la maladie. Les puces n'approchent pas les chevaux. Et donc c'est pour ça qu'il était, lui, qu'il a été sauvegardé. Alors, comment se déroule la maladie? C'est ce qu'on appelle une zoonose. En fait, c'est une maladie qui est une maladie animale. Et ce sont des rongeurs sauvages. Les rongeurs sauvages qui, des écureuils par exemple, qui contractent la maladie et qui contaminent des puces, parce que dans tous ces animaux ont des puces. La puce saine vient piquer un rongeur sauvage, elle contracte la maladie, elle prend la maladie et elle va la redonner en piquant un autre animal, lui sain. Donc, vous voyez, ça tourne comme ceci, mais comme c'est pas mortel chez ces rongeurs, eh bien, ça tourne comme ceci. Et ce qui fait qu'en fait, c'est pour ça qu'on n'arrivera jamais à éradiquer la peste, parce qu'il y a un réservoir animal qui est extrêmement important. Mais de temps en temps, ces puces, des rongeurs ici dans la nature, viennent piquer des rats. Et or, le rat, puisque c'est les mêmes puces qui piquent les écureuils et les rats, or, le rat, c'est un petit peu différent pour deux choses. Le rat, lui, est malade de la peste. Il va mourir de la peste. Il va mourir de la peste. Et en plus de ça, le rat, c'est ce qu'on appelle un commensal de l'homme. Le rat vit avec l'homme. Donc nous, on n'aime pas bien vivre avec les rats, mais le rat, lui, il a besoin de l'homme pour vivre. Donc il vit, et ce rat, lorsqu'il va mourir, il va se refroidir, et les puces, eh bien, elles n'aiment pas les animaux froids, donc elles vont aller repiquer des rats, et quand il n'y a plus assez de rats à piquer, eh bien, elles viennent piquer l'homme. Et c'est à ce moment-là que la peste va se déclencher. Alors, comment se déplace la peste? Puisqu'on va voir qu'elle se déplace sur des territoires très importants. Alors, on a l'habitude de dire que ce n'est pas l'homme qui transporte la peste, mais c'est ce qu'il transporte. C'est ce qu'il transporte. Par exemple, la grande peste du Moyen-Âge, elle est venue, on va le voir tout à l'heure, elle est venue par des galères, donc des Génois qui étaient au comptoir de Caffa, donc qui ont traversé les mers et qui sont arrivés en Europe, ou bien la toute dernière peste importante, donc celle de Marseille en 1720, c'est le Grand Saint-Antoine. C'est un bateau qui contenait des textiles, et dans ces textiles, il y avait des rats malades, des rats morts, et donc qui transportaient les puces, parce que s'il y a des rats, il y a des puces. Alors, comment commence une peste? C'est important. Donc les rats noirs sont, comme je vous disais tout à l'heure, des commensaux de l'homme, ils vivent avec l'homme, et ils ne s'éloignent jamais à plus de 200 mètres. Les rats, ça ne se promène pas dans la campagne, ça vit dans les 200 mètres. Donc, ils ne peuvent pas ce qu'on appelle épidémiser, c'est-à-dire que s'il y a des rats qui sont atteints, comme ils ne font pas plus de 200 mètres, ils ne peuvent pas transmettre la maladie à plus de 200 mètres. Donc, alors comment est-ce que ça se passe? Eh bien, par exemple, un bateau arrive avec à l'intérieur des tissus qui sont infestés par des rats, eux-mêmes infestés par les puces. Eh bien, comme ces rats, ils sont très de petite quantité, parce que pendant le voyage, il y en a beaucoup qui sont morts, eh bien, ces puces contaminées viennent piquer le premier homme qu'elles voient en passant. Donc, c'est ce qu'on appelle les premiers cas de peste. Et puis, généralement, après, ça se calme. C'est ce qu'on appelle une période d'accalmie. Donc, les puces vont piquer des rats, mais cette fois-ci des rats autochtones, ce n'est pas ceux qui ont été amenés, des rats autochtones, et déclencher la maladie. Donc la maladie se déclenche d'abord
chez les rats. Et donc il faut un certain moment pour que les rats contractent la maladie, puis la maladie se contamine se multiplie parmi les rats qui sont là, et puis après, ça augmente, ça augmente, ça augmente, et plus la maladie tourne chez les rats, plus les rats meurent, et plus les rats meurent, plus les hommes vont en pâtir ensuite, parce qu'il n'y a plus assez de rats. Donc en fait, alors c'est ça qu'on a mis très longtemps aussi à comprendre, la maladie se déclenche quand il y a des rats. Et plus il y a des rats, plus il y a épidémie, et moins de rats, moins il y a épidémie. C'est pour ça que en hiver, quand il fait froid, eh bien, les rats ont froid, ils ne sortent pas, et donc la maladie se calme. Et puis une fois qu'ils vont ressortir, dès qu'il va faire un peu moins froid, eh bien, il y a des résurgences qui vont se faire. C'est ce qu'on appelle donc les pestes mineures. Il y a tout d'abord une peste qui arrive, il y a quelques personnes qui sont infectées, puis après il y a une accalmie, puis après on voit que l'épidémie s'enclenche. Ça, beaucoup de rats, beaucoup de personnes qui meurent, et puis après ça va se calmer, parce que vous savez, c'est un équilibre extrêmement compliqué entre le rat, les puces, le froid dehors, l'homme, etc. Mais c'est un peu comme les tremblements de terre, dès qu'il y a une peste, eh bien, il y a des résurgences ensuite qui vont se produire. Alors là, on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau des rats. Alors il y a deux sortes de rats, il y a le rat noir et il y a le rat gris. Alors le rat noir, c'est le rat d'origine, et au départ, il était d'Orient. Il aime bien les climats chauds, et il vit à l'extérieur. Et comme il vit à l'extérieur, on va le voir et on va voir des rats morts. Alors ça c'est important parce que si on regarde des tableaux, on en verra peut-être un peu tout à l'heure, des tableaux qui sont peints, eh bien des tableaux qui décrivent la peste, et il y a toujours des rats. C'est-à-dire qu'on ne savait pas comment ça marchait, mais les rats sont morts, et comme ces rats noirs vivent à l'extérieur, on voyait des rats qui étaient morts. Alors, il craint le froid, c'est un commensal de l'homme, et c'est un bon grimpeur, il vit dans des nids en hauteur, et il va se cacher. Alors, pour ça, il est très prude, il se cache pour mourir, souvent là où il y a s'il peut, des tissus en particulier, il aime bien les tissus, il se cache dans les tissus pour mourir. Mais ce rat était, dans les années 1720, il a été remplacé par un autre rat qui s'appelle le rat gris, qu'on appelle le surmulot. Vous savez, c'est les fameux surmulots de la mer de Paris, il faut les appeler des surmulots, parce qu'en fait, ce n'est pas des rats, c'est des rats gris ou des surmulots. Et alors lui, en revanche, il est mauvais grimpeur, mais il est bon nageur. Donc lui, on va le retrouver dans les égouts, dans les égouts de Paris en particulier. Donc c'est le rat gris. Et en revanche, lui, il n'a pas peur de l'homme. Donc autant le rat noir se cachait, lui, il ne se cache pas, il n'a pas peur de l'homme. Et surtout, il a un autre avantage, c'est qu'il est naturellement contaminé par une autre bactérie qui s'appelle Yersinia pseudotuberculosis. Vous savez que la peste est Yersinia pestis, là c'est Yersinia pseudotuberculosis, et l'avantage c'est qu'elle présente des réactions croisées, antigéniques anticroisées, avec la peste, et donc ces rats gris, eux, ne sont pas sensibles à la peste, c'est-à-dire qu'ils meurent beaucoup moins parce qu'ils sont protégés. Donc ils sont moins sensibles. Donc s'ils sont moins sensibles, ils vont moins mourir, il va y avoir moins de puces, donc il va y avoir moins de peste. C'est pas simple comme développement de la maladie. Alors maintenant, des choses qui avaient été remarquées depuis le Moyen-Âge, la peste sélectionne les professions. Il y a des professions dans lesquelles il y a beaucoup de peste. La peste s'enclenche beaucoup plus facilement, il y a beaucoup plus de morts. Les équarrisseurs et les bouchers, parce qu'ils vivent en contact avec du fumier, donc là où il y a du fumier, il y a des rats. Les travailleurs du cuir, en particulier parce qu'il y a beaucoup de déchets de viande, de graisse, d'os, et donc les rats aiment bien ça. Donc partout où les rats se rassemblent, il y a plus de peste. Les menuiers et les boulangers, parce qu'il y a du blé, et on sait très bien qu'il y a des rats dans le blé. Les artisans du papier, les artisans du tissu, et donc les marins, parce que les marins, à l'époque, transportaient beaucoup de tissus. Donc marins, tissus, rats. Et puis, pour toutes ces professions, la mortalité est extrêmement importante, puisqu'elle est entre 80 et 100%. Alors, les
personnes les plus exposées au contact des mourants. Alors, parce que les mourants, donc vous me direz la personne qui est infectée, donc si elle développe une forme bubonique, elle ne peut pas donner la peste, hein, puisque ce sont les puces, comme on l'a vu, qui piquent et qui donnent la peste. Mais en revanche, s'ils ont la peste, et souvent, dès que l'épidémie est bien enclenchée, c'est une peste pulmonaire, et là, ça se contamine de poumon, à la respiration. Donc, pendant l'épidémie, toutes les personnes qui vont être au contact des mourants peuvent contracter la peste par la voie pulmonaire. Ce sont les médecins, les apothicaires, les magistrats municipaux, puisque c'est eux qui prenaient pour les successions, les commissaires de quartier, les notaires, les hommes d'église et les corbeaux. Alors les corbeaux, ce sont les personnes spécialisées, on les verra tout à l'heure, qui ramassent les cadavres. On les appelle des corbeaux. Et puisqu'on les appelle des corbeaux, ils travaillent avec des véhicules qu'on appelle des corbillards, d'où le nom de corbillard. Alors la peste opère une sélection sociale, alors ça aussi c'est très important, et c'est le père Jean Griot, c'était un curé lyonnais pendant la peste de 1628, qui a écrit, la plupart de cet exposé c'est en partie tiré de son livre, un excellent livre qui s'appelle La peste de 1628 à Lyon. Eh bien, le père Jean Griot disait des personnes de qualité éminente, il n'en est mort que 7 à 8 à Lyon, de conditions médiocres 5 à 600, et tout le reste était de la population. Donc là, il y a aussi un choix. C'est pas que la puce fasse un choix, mais on verra que c'est l'attitude des gens qui font qu'ils sont plus ou moins sensibles. Alors, très souvent, donc, il faut se rendre compte que lorsque la peste est déclenchée, plus rien n'est normal. Plus rien n'est normal, les gens meurent autour de vous extrêmement rapidement. Nous, on se protège, on essaye de faire ce qu'on peut. Et il y a parfois des phénomènes d'hystérie collective qui se produisent. Alors ça, c'est beaucoup plus conséquent. Par exemple, il y a eu une secte, on appelle la secte des flagellants, qui était déjà présente en Italie au XIIIe siècle, et ce sont des gens, des bourgeois en particulier, qui se flagellaient en public de façon à... vous voyez, qui se flagellaient en public pour expier les fautes. Donc, ils se promenaient dans la rue, et puis vous voyez, ils se faisaient très mal, hein, ils se flagellaient avec des fouets, et jusqu'à ce que la peau enseigne, ils étaient à demi nus, ils chantaient des cantiques. Mais cette confrérie qui au départ était une confrérie qui partait, je veux dire, d'un bon sentiment, mais après il y en a qui se sont rendus compte que quand on faisait partie des flagellants, si on ne se tapait pas trop fort sur le dos, on pouvait échapper à la justice. Donc ça a été ensuite complété par des déserteurs, des voleurs, etc. Tous ceux qui étaient condamnés, ils sont rentrés dans les flagellants. Et le problème de ces flagellants, c'est qu'ils ont tellement dérivé qu'ensuite ils se sont montés contre l'Église, contre les Juifs, et c'est devenu un problème extrêmement important. Alors justement, puisqu'on parlait des Juifs, alors quels sont les boucs émissaires? Partout où il y a des malheurs comme ceci, il faut des boucs émissaires. Eh bien, ces boucs émissaires, ça a été bien évidemment les Juifs, hein, puisque bon, comme ils sont considérés comme infidèles, hein, vis-à-vis des chrétiens, ils n'ont pas accepté la naissance de Jésus, etc. Et ces Juifs, ça tombe bien, on les a accusés, pour beaucoup, d'avoir amené la peste, que c'était eux qui étaient à l'origine de la peste, et on les a accusés d'empoisonner les fontaines publiques et les puits. Alors, en fait, c'est pas parce qu'on en avait qu'aux Juifs, mais c'est parce qu'ils ont des modes de vie qui sont différents, et en particulier au niveau de la propreté, de l'hygiène. Ils sont beaucoup plus propres, ils ont une hygiène beaucoup plus développée. Donc forcément, ils ont moins de rats et moins de puces.
Donc ils étaient moins malades. Donc comme ils étaient moins malades, c'était forcément eux qui répandaient la maladie. Alors, mais ça a été très grave, hein, c'est l'attitude vis-à-vis des Juifs, parce que on en est arrivé. Donc là, je ne vous parle pas de Lyon, hein, c'est dans l'ensemble, hein, dans l'Europe en particulier. Donc ça a été très loin. On a détruit les registres notariés, on a détruit les documents des dettes, puisque c'était des petits commerçants, ils avaient de l'argent, donc ils, ils prêtaient de l'argent. Donc on en a profité pour les enlever des registres, et puis on les a brûlés vivants, à Bâle, à Fribourg, à Toulon, etc., dans un certain nombre de villes européennes. Et le plus grand, ce qu'on appelle bûcher, c'était à Strasbourg, le massacre de la Saint-Valentin, le 14 février 1349. On verra tout à l'heure que la peste est arrivée en 1348. Et on en a donc brûlé vivants de 900 à 2000 juifs. Et de là sont partis donc des communautés juives qui ont été décimées. C'est à l'origine d'un grand nombre de diasporas juives. Et alors, bon, le pape Clément VI, qui avait quand même conscience qu'il fallait protéger les juifs, a édité deux bulles importantes, donc en 1348, une pour accueillir les juifs en Avignon, puisqu'à l'époque ils étaient en Avignon, et interdire surtout la secte des flagellants. Donc les flagellants ont été interdits et décidés donc, par le pape Clément VI. Alors les autres boucs émissaires, on passera dessus, mais il y a les musulmans, il y a les mendiants, les pèlerins, enfin tous ceux qui sont étrangers, tous ceux qu'on ne connaît pas bien, eh bien, sont accusés d'introduire volontairement la peste dans les communautés. Il y a eu les lépreux aussi, pour d'autres histoires, mais ils ont été aussi des boucs émissaires importants. Alors, les réactions humaines sont des réactions absolument terribles. Hein. C'est une période, la peste, c'est une période de rupture importante, sentiment d'impuissance devant la mort. On ne peut rien faire, hein. Les gens sont avec vous le lendemain, ils sont morts. Il y a une rupture totale de solidarité, c'est-à-dire qu'on ne veut surtout pas aider les autres des fois qu'on est en contact de la maladie. Il y a aussi quelque chose qui a marqué une rupture des rituels d'inhumation. Comme il y avait il y avait beaucoup de morts, il n'y avait pas assez de prêtres, et en plus de ça, donc on ne pouvait pas faire les rituels d'inhumation. On prenait les gens, on les mettait tous dans une fosse commune, histoire d'enrayer au maximum l'épidémie. Et vous savez que c'est quelque chose de terrible, hein, quand on ne peut pas enterrer nos proches. D'ailleurs, on l'a vu très récemment avec le Covid. Hein, donc vous voyez, c'est pas la même épidémie, mais il y a quand même des choses qui se sous-entendent. Alors, les réactions humaines, la peur, l'épouvante d'une mort horrible, l'effondrement des coutumes, disparition du cadre social et familial, on n'osait même plus parler, on ne parlait même plus à ses proches. Hein. Plus de projets, plus de sentiments d'amour, plus de sentiments d'amour filial, plus de rites mortuaires. Donc tout ça c'est absolument terrible. Et surtout que, on verra pour la peste la grande peste noire du Moyen-Âge, les gens avaient peur de la peste et ils avaient aussi peur, il y avait un autre ennemi qui était les protestants, parce qu'on était en pleine guerre de religion. Donc il suffisait de faire courir un petit peu un bruit sur les protestants. Ah, ils sont là, ils sont derrière, ils sont là. Bon, ça devenait terrible. Et les mœurs s'étaient complètement bouleversées. Et Thucydide, donc pour la peste d'Athènes, qui est une peste qui était beaucoup plus ancienne, hein, vers 1000 avant Jésus-Christ, Thucydide dit le plaisir est tous les moyens pour l'atteindre, voilà ce qu'on jugeait beau et utile. C'est-à-dire que les gens se disaient, puisque de toute façon dans 8 jours on sera mort, eh bien on va au maximum prendre du plaisir avec des mœurs complètement dissolues. Alors, on en parlait tout à l'heure en particulier des protestants. Les protestants, eux, ils ont été souvent traités de ce qu'on appelle d'engraisseurs. Alors qu'est-ce que c'est qu'un engraisseur? Eh bien, c'est quelqu'un dont on était sûr qu'il allait répandre la peste en mettant
une sorte d'onguent pestilentiel avec un petit peu de la bave de crapaud, des serpents, de la salive, du pus de bubon, et on mettait ça sur les poignées de porte, sur les cordes de sonnette. Enfin, eux, on a toujours imaginé qu'ils pouvaient le faire, et on accusait les RPR, c'est-à-dire ceux de la religion prétendument réformée. Donc, donc à Lyon, j'ai pas eu de... Bon, quand on regarde les écrits, on n'en trouve pas, mais en Avignon, il y a beaucoup de gens qui étaient pendus haut et court parce qu'ils étaient protestants et que forcément, ils étaient engraisseurs, c'est-à-dire qu'ils avaient répandu la maladie. Alors, il y a un personnage important qui a beaucoup marqué ces pestes, qui est ce qu'on appelle le médecin de la peste, donc qui est représenté ici, vous voyez. Donc, il a un grand manteau de cuir, il a des gants en cuir, il a des chaussures en cuir, il a un chapeau, il a un bâton. Alors, le bâton, c'est pour ausculter. Bon, alors, ausculter à 1 mètre avec un bâton, vous voyez ce que ça peut faire, mais c'était l'uniforme et le bâton étaient obligatoires. Et cet uniforme entièrement de cuir, de bottines, avec même des besicles en verre, et un grand nez qui était en carton ou qui était en cuir. Eh bien, on protégeait, ce médecin était protégé parce qu'on avait pris conscience, on pensait que la peste venait par les miasmes. Les miasmes, en fait, c'est ce qui est dans l'air et qui va venir vous donner la maladie. Donc, ce sont les miasmes. Et on pensait que ces miasmes pouvaient rentrer par la respiration, ce qui n'était pas faux d'ailleurs, hein, par la respiration, et aussi par les pores de la peau. Donc on s'habillait complètement, on s'enfermait dans ce qu'on appellerait maintenant un équipement de protection individuelle, et ça marchait un peu, parce que c'est tout en cuir, et comme on a dit tout à l'heure, le cuir ça sent pas bon, et les puces n'aiment pas le cuir, donc elles protégeaient un petit peu, elles ne venaient pas agresser ce médecin. Alors, mais ce médecin a beaucoup marqué hein, dans la littérature, dans les souvenirs, parce que, en fait, c'est vrai, il ressemble quand même un petit peu au corbeau. Hein. Il a un grand bec. Alors, pourquoi un grand bec? Eh bien, dans ce grand bec, on mettait dedans des herbes aromatiques. Alors là, 2 raisons. Les herbes aromatiques, enfin, la raison, c'est parce que ça sentait très mauvais. Donc, on avait les herbes aromatiques sous le nez, donc c'est bien. Ça sentait très mauvais. Or, on associait les miasmes à la mauvaise odeur. Partout où ça sentait pas bon, c'est qu'il y avait des miasmes et que ces miasmes donnaient la maladie. Donc, vous voyez, donc on mettait des herbes pour se protéger des odeurs, mais a posteriori, quand on regarde la composition des herbes, c'était des herbes avec des propriétés antiseptiques, des fleurs avec des propriétés antiseptiques, donc ça a pu jouer un petit peu dans la protection. Bon, ces médecins, comme vous pouvez lire ici, c'était parfois des médecins, parfois des étudiants en médecine, parfois des médecins un petit peu ratés, ce qui fait qu'ils étaient employés par les villes, hein, ils étaient employés par les villes et les villages pour aider les pauvres, mais ça ne les empêchait pas de les détrousser en passant et de partir s'enfuir avec la caisse des patients. Bon, ça c'est ce que je viens de vous dire. Donc, vous voyez, c'est une image effrayante quand même, hein, et c'est celle qui est restée dans la mémoire collective de la peste. Alors ça, c'est des médecins qui étaient déjà un petit peu évolués, mais au tout début du Moyen-Âge, au XIVe siècle, on n'avait pas encore inventé tout cet habit de cuir, mais on mettait en fait une robe de pénitent et qu'on mettait de l'huile dessus. Elle était complètement graissée, complètement huilée, et là aussi, sans savoir pourquoi ça marchait, eh bien, en fait, c'était un vêtement anti-puce, parce que les puces, là où il y a de l'huile, eh bien, elles glissent, donc elles ne peuvent pas s'accrocher, et en plus de ça, leur bec, enfin l'appareil buccal est complètement bloqué aussi. Donc, on avait bien vu que c'était quelque chose qui était protecteur. Bon, on ne va pas passer une demi-heure sur les traitements curatifs, mais vous savez qu'on a tout essayé. Hein. À l'époque, on saignait beaucoup, donc on faisait des saignées, on faisait des diètes, on faisait des purges. Donc des purges avec des vomitifs ou des purges par la voie inférieure avec des clistères.
On faisait des sangsues. Alors, ce qui se faisait beaucoup, c'était l'incision du bubon. Vous voyez sur l'image ici dessous, avec ce qu'on appelle un scalpel maintenant, mais avec un couteau, une tranche, eh bien, on ouvrait les bubons. Alors, je peux vous dire que c'était le meilleur moyen pour mourir, hein, parce que le bubon, c'était une accumulation de bactéries, et puis en plus de ça, on infectait. Donc, ça faisait mourir le patient plus vite, mais c'était dans la panoplie. Puis on faisait des régimes alimentaires, des tisanes, et la fameuse thériaque, là, ou ici, qui était le médicament miracle qu'on utilisait au Moyen-Âge, mais pour tout. Hein, pour tout. Donc on mettait tout dedans, y compris de la bave de crapaud, y compris de la vipère, y compris des tas d'herbes. Et puis on vendait ça très cher. Donc, tout le monde ne pouvait pas se payer de la thériaque, qui d'ailleurs, par ailleurs, était complètement inefficace. Voilà. Et ça, c'est une incision de bubon. Donc, c'est un tableau à la chapelle de Lens-le-Villard. On faisait aussi des fumigations dans la rue, c'est-à-dire qu'on brûlait des grands feux dans la rue, parce que comme la rue, ça sentait mauvais, et comme on assimilait toujours la mauvaise odeur au miasme, eh bien, on faisait brûler du bois, des bois odorifères, et comme ça, on pensait que c'est quelque chose qui allait éloigner la maladie. Donc voilà, c'était juste pour vous rappeler un peu ce que c'est que la peste, et maintenant, on va voir ce qui s'est passé à Lyon pendant toutes ces différentes pestes. Alors, la première peste qu'on a repérée à Lyon, c'est ce qu'on appelle la peste de Justinien. Elle est arrivée en 541. Donc ça, c'est une première, j'allais dire, première pandémie, hein, puisque elle est partie d'Égypte en 541. Et puis, vous voyez qu'elle a envahi petit à petit tout le bassin méditerranéen. Mais là, elle a mis quand même 30 ans pour revenir atteindre Lyon, puisque à Lyon, cette peste des Justiniens, on l'a repérée en 571, puis une deuxième poussée en 580, puis en 588. Et elle a bien été décrite par Procope de Césarée. On n'a pas beaucoup de données sur cette peste, mais il y a quand même, quand on regarde les différentes écritures et les différents historiens, elle est quand même apparue. Alors, il n'y a qu'une chose qu'on sait sur cette peste, c'est qu'on nous dit qu'elle a fait 100 millions de morts. 100 millions de morts à Lyon, ça paraît quand même un peu bizarre. Donc on dira que c'est un peu surévalué. C'est tout ce qu'on peut dire sur cette peste dite de Justinien. Alors, en revanche, beaucoup plus sérieux, la deuxième pandémie, donc c'est la peste du Moyen-Âge, ou peste noire, donc qui est arrivée en 1347. En 1347, c'est-à-dire, en fait, vous voyez, après 600 ans après la peste de Justinien. Donc là, les gens ont été quand même tranquilles pendant 600 ans. Mais cette fois-ci, c'est une peste qui a fait 25 millions de morts dans toute l'Europe. Donc entre 1347 et 1352. Donc c'est une peste qui, en fait, quand on regarde, elle a tué entre le quart et la moitié de la population européenne. Donc ce qui est absolument monumental. Et elle avançait. Elle a contaminé à Lyon, mais elle a avancé de 50 à 100 km par mois. Elle était à Avignon, en fait, début janvier, et fin avril, on la voit arriver à Lyon. Donc en avril 1348. Alors ce qui est bizarre, c'est que aucun chroniqueur médical n'en parle, même pas Guy de Chauliac, qui était médecin à Lyon, il n'en parle pas. C'est on l'a repéré en fait de façon indirecte. Par exemple, lorsqu'on regarde les registres que tenaient deux chanoines, donc Aymon Mégissier, qui est mort de la peste le 13 août 48, et Jean de Fabricis, décédé en 1348 aussi, au mois d'août, ainsi que le sacristain, parce que le sacristain, donc les chanoines n'étaient plus là, donc le sacristain a repris, a continué à marquer le nombre de morts sur les registres. Eh bien, si on regarde ces registres, eh bien, on voit par exemple, vous voyez que les morts à Lyon en 1348 ont très très fortement augmenté. Donc, ce qui veut dire par là, ça coïncide tout à fait avec l'invasion de la peste noire. Donc, ça coïncide tout à fait dans toute l'Europe. Donc, voilà une première preuve, je vais dire a posteriori.
Deuxième preuve, c'est une inscription, alors qui est très intéressante, hein, c'est une pierre, une inscription qui est d'ailleurs, je crois, au musée Gadagne, hein, qui a été récupérée, où un personnage demande une prière pour sa femme et sa fille qui sont mortes de ce qu'on appelle autant de mortalité. La mortalité, à l'époque, c'était bien la peste. Donc la mortalité en l'an 1348 a enlevé à ce monsieur son épouse et sa fille. Que notre Seigneur, par sa miséricorde, mette en bon repos leurs âmes et celles de tous les êtres fidèles trépassés. Amen. Donc là aussi, c'est bien que la peste était là. Alors, c'est tout au début de la peste, la peste du Moyen-Âge, la peste noire. Ensuite, ces pestes à Lyon, là, c'est tout ce qu'on a appelé tout à l'heure les résurgences. Donc, c'est toutes les années où il y a eu des pestes à Lyon. 1450, alors, celles qui sont en gras et soulignées, c'est les plus importantes. 1457, 72, 74, 82, 93, 81, etc., etc. Donc là, c'est fait une litanie qui est pas très drôle. Alors, je voulais agrémenter avec un peu de couleur en mettant ici le nombre d'années entre les différents épisodes de peste. Et vous voyez qu'entre la 1457 et 1472, il y a eu 15 ans. Puis après, il y a eu 2 ans de répit, 8 ans de répit, 11 ans de répit, 4 ans de répit, 10 ans de répit. Et donc, vous voyez qu'il y a quelqu'un qui naissait dans ces années, obligatoirement, il connaissait la peste. Donc, entre 1457 et 1643, on ne pouvait pas naître à Lyon sans avoir, un jour ou l'autre, être en présence de la peste. Alors, vous voyez, parfois, les plus longues ici, c'est 11 ans, hein, mais sinon, c'est 2 ans, 4 ans, etc. Alors, maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va mettre en parallèle l'évolution de Lyon et les différentes épidémies de peste. L'épidémie 1472 et l'hygiène publique. Alors, 1472, les premières, c'est là où on a mis donc les autorités municipales, ce qu'on appelait le consulat, les consuls, à l'époque. Ils ont ordonné de ne pas laisser les fumiers plus d'un jour dans les rues, de ne pas y jeter les eaux sales, de ne pas y laisser les sangs des saignés, parce que quand on saignait les gens, on mettait le sang. Alors, normalement, on devait aller le mettre jusqu'à la Saône. Bon, de temps en temps, on le perdait un petit peu en route, parce que c'était un peu loin. Donc, vous voyez, on devait les porter dans la Saône. Interdiction d'avoir dans les rues des cages, élever les animaux, les bouchers devaient jeter les boyaux et les entrailles ailleurs que dans les rues. Il fallait maintenir propres les rues. Et effectivement, Lyon, à l'époque, et même jusque tard, hein, on va voir même jusqu'en 1628, hein, Lyon était considérée comme une ville sale, très sale, très 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 sale. Donc, déjà en 1472, les consuls se sont dit qu'il faut faire de l'hygiène. Donc, c'est les premières mesures d'hygiène qui ont eu lieu à Lyon, mais évidemment, c'était très, très insuffisant. En 1474, alors vous voyez, je vous ai mis ici en haut pour vous mettre un petit peu dans la frise, hein, pour voir où on en est. Hein. On vient de voir 1472, en 1474, alors il y a une chose très intéressante qui s'est produite. Donc c'est une épidémie qui était moins importante que celle qui avait eu lieu 2 ans avant, en 1472. Mais elle va mettre en évidence la construction d'un hôpital. Donc à Lyon, on avait déjà l'hôpital, l'Hôtel-Dieu, hein, mais là, un hôpital pour les pestiférés. Et c'est un conseiller, Jacques Cale, et son épouse qui ont acheté une petite chapelle à Saint-Laurent-des-Vignes, et qui est ici. Alors, vous ne le voyez pas bien, mais vous verrez sur le plan après. Donc, il avait acheté avec l'intention de faire un hôpital pour les pestiférés. Bon, il n'y est pas arrivé, et en 1477, il a redonné les terrains à la ville, et c'est elle, Lyon, qui a construit patiemment, lentement, un hôpital qui a accueilli ses premiers malades de la peste en 1508. Bon, il faut du temps, hein, mais à l'époque, c'était quand même pas simple. Bon. Et puis, il s'est révélé trop petit.
donc il a été complété. Il a été complété en particulier par Thomas de Gadagne, donc le banquier qui habitait Lyon, hein, qui était très riche. Il a fait construire un bel hôpital avec un hôpital, ce qu'on appelle un hôpital à colonnes, donc vous voyez, qui est très beau ici. Donc, alors, où est Saint-Laurent-des-Vignes? Vous voyez, il est là, sur la Saône. Là, il y a la Saône, ici, il y a le Rhône. Et il était juste au confluent, mais attention, le confluent n'est pas le confluent actuel. Le confluent actuel a été repoussé par Perrache à 2 km plus bas. C'est un ancien confluent qui est ici l'hôpital de Saint-Laurent-des-Vignes. Donc cet hôpital qui était un bel hôpital, on ne voit pas bien ici. Là, si vous voyez, là c'est une photo vraie, hein, parce qu'il a été démoli, mais il a existé, on a pu le voir, c'est une photo, un très bel hôpital avec des colonnes, bon, et puis il y avait une chapelle, il y avait le cimetière, etc. etc. Donc cet hôpital de Saint-Laurent-des-Vignes a été mis en fonction à ce moment-là. La peste de 1547, donc la peste revient, et c'est là où on a invité Michel de Nostradamus, à venir aider les autorités municipales pour chasser la peste, parce qu'en 1546, il avait stoppé la peste à Aix-en-Provence avec une poudre de senteur souveraine pour chasser les odeurs pestilentielles. Donc c'était une poudre qu'il avait bien faite et qui permettait donc à la fois, quand on l'inhalait, d'éviter la peste, mais on pouvait aussi mettre un peu de miel dedans et l'avaler. Donc ça guérissait la peste, enfin, qu'il a dit. Hein. On ne va pas non plus... il est vite reparti, il n'est pas resté à Lyon très longtemps d'ailleurs. Alors maintenant, en 1564, vous voyez, on avance, et en 1564, Lyon a mis en place ce qu'on a appelé le bureau de santé. Alors en 1564, Charles IX et sa cour étaient à Lyon, étaient en visite à Lyon, et la peste est arrivée, donc ils se sont vite dépêchés, on leur a dit il faut partir vite de Lyon pour aller à Crémieux. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Et dans cette peste, qui était une peste terrible aussi, hein, 2/3 du menu peuple en mourut, les autres habitants se sont enfuis de la dite ville et fut tellement déshabité que l'herbe croissait par les rues. Les documents officiels vous disent qu'il y avait des chardons sur la place Bellecour, il n'y avait plus personne, donc tout était désert. Les maisons tombaient en ruine, les chardons couvraient la place Bellecour, et il mourut cette année-là à Lyon plus de 60 000 personnes. Et là, c'est vrai, et donc c'est absolument énorme. Et il a été mis en route ce qu'on appelait le bureau de santé. Alors je vous mets au 1577 parce qu'il y a des documents qui disent en 1577, l'autre en 1564, peu importe. Le bureau de santé a été mis en œuvre, et là c'est un bureau composé de magistrats, de médecins, de bourgeois, et de tous ceux qui avaient une importance à la fois dans la ville et dans la médecine, pour que le consulat puisse déléguer à toutes ces personnes, instruites médicalement, pour traiter les cas de peste et faire qu'elles ne s'étalent pas. Alors le bureau de santé, officiellement, il y avait des commissaires de santé, un secrétaire, des médecins, des chirurgiens, des hospitaliers, les parfumeurs, c'est ceux qui désaffectaient les maisons en faisant brûler les parfums, et il y avait aussi les gardes armés, parce qu'il fallait que toutes ces mesures soient bien respectées. Et croyez-moi qu'elles étaient. En 1577, là j'ai intitulé « Un loupé et la notion d'isolement ». Alors, la peste ravage Milan, donc vous voyez, elle revient, cette peste, elle ravage Milan, et les premiers cas arrivent à Lyon en janvier 77, et on les trouve dans les soldats de la citadelle. Alors, et c'est là que alors, c'est pas nouveau, hein, vous allez voir que ce qu'on a vécu avec le Covid n'est pas nouveau. En 1577, le gouverneur, les échevins, donc toutes les autorités municipales, décidaient à ne pas scandaliser la ville et le commerce,
vont adopter des mesures qui sont en fait des mesurettes. Parce que si on dit qu'il y a la peste, ça va être catastrophique, le commerce va s'arrêter, etc., etc. Donc, on n'a pas trop dit. Mais, bon, évidemment, on a réagi un petit peu tard. Mais en revanche, on a vu ici la notion d'isolement. Alors, c'est bizarre parce que quand on connaît un peu les théories de la contamination, on ne savait pas du tout, on ne connaissait pas le rôle du rat, pas le rôle de la puce, pas le rôle des bactéries, rien. Mais on s'est dit, il faut quand même, pour éviter que ça se contamine, que ça s'étende, eh bien, il faut isoler les gens qui sont malades, il faut les mettre à part. Et c'est pour ça qu'on va dans le texte, il faut bien nourrir les malades et les séparer de la compagnie des gens sains. Ceux qui auront fréquenté les 10 malades et qui ne sont point doivent être séquestrés du reste du peuple, relégués dans un lieu aéré. Et c'est pour ça qu'on a construit, dans les prés d'aînés, vous voyez ici des cabanes. Alors là, c'est le confluent, hein, la Saône ici, le Rhône ici. Donc l'hôpital, on a vu, il était ici. Et bien juste en face, dans les prés d'aînés, ici, et bien c'est là qu'on isolait les gens dans des cabanes. Et les cabanes, on les a brûlées après la peste. Et ça, c'est une difficulté qu'on retrouve partout. Comment annoncer la peste? Donc à Lyon en 1577, on a vu, on a trop tardé. À Montpellier en 1629, à Marseille en 1720, il y a toujours eu des hésitations. On a dissimulé les premières atteintes. Ensuite, les médecins, alors soit c'était de l'incompétence, soit de la mauvaise foi, des chirurgiens ou des médecins qui étaient chargés par les édiles de faire le diagnostic. Et puis une fois qu'ils faisaient le diagnostic, eh bien, on disait, mais non, tu t'es trompé. Donc il y avait du déni, et surtout, c'est très actuel, hein, rejet par la population des précautions initiales du confinement. Parce qu'on a fait des confinements, oh ben, non, on ne va pas être confiné, etc., etc. Mais il faut avouer que la décision est difficile à prendre, et ça s'est produit donc à Lyon à ce moment-là. Les conséquences économiques, sociales et humaines sont très importantes. Dès qu'on publie, si on publie trop tôt, on pénalise le commerce, et puis on bloque la ville trop tôt. Si c'est trop tard, eh bien on condamne la population à mort. Donc là, il y a eu un loupé, on l'a fait évidemment beaucoup trop tard. L'épidémie de 1577 et les prières à Saint-Roch. Alors, là on va rentrer aussi ce qui est beaucoup plus spécifiquement lyonnais. Donc on a fait des prières publiques et des jeûnes pour fléchir la colère de Dieu, et on a dit, alors Saint-Roch, vous savez que c'est un médecin montpelliérain qui a lui-même contracté la peste et qui s'est retiré pour pas contaminer, qui a soigné beaucoup de gens. Donc c'est pour ça, c'est un symbole, c'est ce qu'on appelle un saint intercesseur donc de la peste. Donc on a fait, le consulat a fait le vœu d'ériger une chapelle sous le vocable de la chapelle Saint-Roch. Et tout d'un coup, la peste a cessé par la grâce de Dieu et avec l'aide de Saint-Roch. Alors, cette chapelle Saint-Roch, où est-ce qu'elle est? Eh bien, elle était à Choulan, donc on ne fait pas le mot d'ici, hein. Elle était dans la montée de Choulan. Et en 1851, la peste revient. Donc, les échevins, ils tiennent leur promesse, ils font construire une chapelle Saint-Roch sur le territoire de Chaulian à l'époque. Et en 1581, la première messe y est célébrée. Ce jour-là, à 5 h du matin, 12 prêtres se rendirent processionnellement à la chapelle Saint-Roch, à la chapelle Saint-Roch, chacun des assistants tenant à la main un cierge blanc allumé. Et on a décidé que chaque année, premier vendredi d'après Pâques, eh bien, il y aurait une procession générale à laquelle le consulat assisterait, et l'épidémie s'est arrêtée en 1582. Tout ça, c'est quand même bien goupillé. Alors, la chapelle Saint-Roch, vous voyez, elle est détruite aussi maintenant, hein, mais elle a bel et bien existé,
Et vous voyez, si je reprends le petit schéma, la Saône là, le Rhône là, l'ancien confluent, l'hôpital est ici, la chapelle Saint-Roch, elle est ici. Elle est au-dessus. Donc nous voilà avec une chapelle Saint-Roch. 1582, alors là est institué ce qu'on appelle la bullette, c'est-à-dire en fait un certificat de santé. Et quand on voulait rentrer dans Lyon, eh bien, il fallait présenter sa bullette. Et si on n'avait pas de bullette, eh bien, on était pendu haut et court, place des terreaux. Donc, les pestiférés à Saint-Laurent-des-Vignes et en quarantaine, les pestiférés à Saint-Laurent-des-Vignes et en quarantaine dans des huttes construites auprès des nez. Donc, on l'a vu tout à l'heure, les huttes, les petites cabanes, on les reprend, on met les gens là à l'isolement. Quand ils sont malades, on les emmène. Quand ils ont la peste, on les emmène à l'hôpital Saint-Laurent-des-Vignes. Et on a augmenté, alors là ça devenait extrêmement critique, hein, il n'y avait plus de place à l'hôpital. Donc on a augmenté dans le cadre même de l'emplacement de l'hôpital, eh bien on a mis ce qu'on a appelé, enfin dans un terrain à part qui s'appelait Fleur de Lys, on a mis des gens là, dans la quarantaine, et voilà. Donc, on isolait les gens au maximum. Quand ils étaient malades, ils allaient mourir, enfin soignés, pardon, à l'hôpital. Donc voilà une fameuse bullette. L'épidémie s'est arrêtée en 1582, tout va bien. Et là, on arrive sur l'épidémie la plus terrible, hein, la grande peste de Lyon en 1628-1629. Il faut avouer que les conditions lyonnaises étaient catastrophiques hein, à ce moment-là, en 1628. Et là, vous allez voir que ça nous rappelle des tas de choses, et finalement, tout revient de la même façon. La ville est toujours un défi à l'hygiène. C'est toujours extrêmement sale. L'hiver 1627 a été très rude, il fait très froid, pas de récolte. Et puis, par là-dessus, il est arrivé un été très chaud. Donc, il n'y a pas à manger, il fait très chaud. Les prix augmentent, 50% d'augmentation pour les céréales. En plus de ça, le roi, vous savez qu'il était toujours à lutter contre les protestants, et là c'est la fin pour les protestants pratiquement, parce que c'était à La Rochelle, ils allaient perdre La Rochelle, mais le roi voulait à tout prix des hommes, donc il est venu demander à Lyon 600 hommes armés pour aller à La Rochelle. Par là-dessus, le prince de Condé est venu lui aussi en demander 2000, puis ensuite Monsieur de Montmorency en a demandé 2000 aussi. Donc 2000, 4000, 4600 hommes à Lyon qui ne sont plus dans la ville, on les a emmenés se battre. En plus de ça, c'était un mauvais moment puisque le marché de la soie s'est complètement effondré parce que le roi avait laissé courir une rumeur comme quoi il interdirait les vêtements en soie. Donc toute l'industrie de la soie de Lyon a dégringolé. Hausse du coût de la vie, hausse des impôts, hausse du chômage, pas d'alimentation, morale dans les chaussettes, et c'est le terreau idéal pour une maladie épidémique qui est venue frapper très fort. Le mois de juin 1621, la peste se rapproche de Lyon, elle est à Nevers. Bon, ensuite de ça, il y a des troupes de mercenaires qui circulent un peu partout, ils sont très indisciplinés. Il y a la peste parmi les soldats, et un soldat pestiféré meurt à Vaux. Maintenant, Vaux-en-Velin, mais à l'époque, c'était Vaux. Et comme on ne voulait pas trop le dire, eh bien, on a enterré ce soldat un peu à la va-vite. Et puis finalement, il était tellement enterré à la va-vite qu'il est ressorti après la pluie, et la peste s'est répandue. Septembre, elle est à Saint-Nizier, Saint-Jean, Saint-Georges, et en octobre 1628, 300 à 400 morts par jour. Vous vous rendez compte, d'une petite ville comme Lyon, 300 à 400 morts par jour. Et miraculeusement, elle s'était restée au pied de la Croix-Rousse, rue Néret, je crois. Hop, elle n'est pas montée à la Croix-Rousse, ça s'est arrêté là. Mais à ce moment-là, le consulat a pris des mesures très fortes. On a fermé la ville complètement.
Et vous voyez, on arrivait là. Donc ça, c'est le pont du Rhône. Alors le pont du Rhône n'existe plus, il a été démoli, mais il est à peu près à l'emplacement du pont de la Guillotière. Là. Et le pont du Rhône, il y avait une tour, là, il y avait un passage, et c'était fermé. On pouvait rentrer de Lyon que par là. En plus de ça, on avait fermé la Saône avec des chaînes, et le Rhône aussi. Donc on pouvait rentrer que par là. Alors vous arriviez là, pas de bullette, vous êtes suspect, vous insistez un peu, et là, on allait vous prendre directement à la place des terreaux. Vous étiez sain, vous ne veniez pas d'un endroit infecté, vous pouviez rentrer. C'est-à-dire que sur votre bullette, hein, qui était un peu le permis de sortir, c'était marqué que vous n'étiez pas infecté, vous pouvez rentrer. Si vous êtes malade, mais une maladie qui n'est pas la peste, à ce moment-là, vous emmenez à l'hôpital général, qui était l'hôpital de l'Hôtel-Dieu. Si vous êtes pestiféré, vous avez vraiment la peste, on vous emmène à Saint-Laurent-des-Vignes, qui est donc l'hôpital qui est exprès pour. Et si vous avez des signes suspects, vous venez d'un pays infecté, eh bien on vous met en quarantaine. Donc vous voyez que tout ceci était bien fait. Là, c'est à la place des terreaux, vous voyez, les gens qui insistaient un peu trop, on les pendait là, puis on les laissait 2-3 jours. Hein, au bout du gibet, histoire de bien montrer qu'il ne fallait pas rigoler avec ça. Alors, la quarantaine était vraiment très très bien faite. Il y avait plusieurs types de quarantaine. La quarantaine dite de surveillance, de convalescence et de probation. Alors, la quarantaine de surveillance, pardon, elle était au Brotteaux d'Enais, c'est-à-dire dans les prés des Brotteaux, en face l'hôpital, mais de l'autre côté de la Saône. Pardon. Donc, quarantaine de surveillance, on vous laissait là 20 jours. Si vous êtes déclaré pestiféré, c'est-à-dire si vous déclarez la maladie que vous êtes à la quarantaine de surveillance, on vous emmène à l'hôpital. Là, vous êtes déclaré pestiféré, vous êtes à l'hôpital. Là, on vous soigne. Bon, généralement, vous mourrez, mais si vous en sortez, on vous met en quarantaine de convalescence. Donc, dans l'endroit dit Fleur de Lys, mais qui est dans le même hôpital, Fleur de Lys, on vous y laisse 20 jours. Et là, si vous n'avez plus de peste, eh bien, on vous met dans une quarantaine dite de probation et vous pouvez rentrer chez vous. Vous voyez que c'était un petit peu compliqué. Alors, en revanche, si après la quarantaine de surveillance, au bout de 20 jours, vous n'avez pas déclaré la maladie, on vous montait à la quarantaine de probation et vous sortiez. Donc, vous voyez, il n'y avait pas moyen d'échapper. Vous êtes pestiféré, vous êtes soigné à l'hôpital, on attend un petit peu que la maladie se déclare. Si elle ne déclare pas, vous êtes dans une quarantaine un peu plus légère de 5 jours. Et comme ça, vous pouvez rentrer chez vous. Bon, c'est là hein, le pré d'Enais et les Brotteaux d'Enais. Donc c'était des milieux très marécageux à l'époque. Hein. C'est là qu'on avait construit des cabanes. Et l'hôpital Saint-Laurent-des-Vignes est ici, en face. Alors, chose intéressante quand même qui s'est produite pendant cette peste de 1628-1629, elle a duré 2 ans. Les riches nourrissent les pauvres. En effet, tout était fermé, toutes les activités étaient arrêtées. Mais sur ordre du consulat, les boulangers étaient tenus de rester ouverts. Il fallait faire du pain. Et l'aumône générale, qui ne pouvait pas répondre à elle toute seule avec l'aumône, a demandé aux riches et a même obligé les riches de nourrir les pauvres. C'est-à-dire que les gens qui étaient riches avaient le matin en se levant sur leur porte, ils avaient un certain nombre de gens à nourrir. Vous irez voir monsieur un tel, etc. Et vous êtes obligé de leur donner à manger. Donc là c'était une mesure sociale qui était tout à fait importante. Donc toujours cette peste de Lyon, en 1628, l'hôpital Saint-Laurent est évidemment saturé, les rues sont désertées, et les corbeaux, alors on a parlé tout à l'heure des corbeaux, ce sont les gens qui étaient chargés d'évacuer les cadavres, et ces corbeaux, alors souvent, d'ailleurs c'était des gens qui avaient déjà contracté la peste, mais qui avaient survécu, donc ils étaient immunisés. Il y avait quelque chose qui se disait beaucoup, donc à l'époque aussi, c'était
si tu veux éviter la peste, fuis vite, loin et longtemps. Comme ça, c'était plus simple pour ne pas attraper la peste. Et d'ailleurs, c'est ce que suivaient d'une façon très assidue les autorités. Par exemple, l'archevêque Alphonse de Richelieu a déserté extrêmement rapidement la ville. Dès qu'il a vu qu'il y avait la peste, il est parti. 2 des 4 échevins qui formaient le consulat se sont retirés sur leurs terres. Le prévôt des marchands, François de Chaponnet, est parti se reposer dans sa maison de Faisin parce qu'il était indisposé par un rhume. Le gouverneur de la cité, même Charles d'Alincourt, marquis de Villeroy, a lui aussi disparu. Donc vous voyez, comme on disait tout à l'heure, ça sélectionne. Les gens qui étaient riches, qui avaient des pauvretés secondaires, pouvaient se retirer dans leurs terres et évidemment, ils échappaient à la peste. Cette peste de 1628, celle qui a marqué les esprits, elle a atteint son maximum en octobre, et puis il a fait très froid, et comme il a fait très froid, il n'y avait plus de rats, les rats sont plus sortis, donc la peste, on a pensé qu'elle a disparu, mais en janvier 29, elle est revenue, et on a estimé à 50 000 le nombre de victimes sur 70 000 habitants. Donc 5 septièmes, donc vous voyez que là, il restait vraiment plus grand-chose, tout était à refaire. Et puis, dernière partie, là, les lions et les cultes des saints. Donc, on invoque, on a vu tout à l'heure Saint-Roch, on invoque aussi Saint-Sébastien. Comme on a fait la chapelle à Saint-Roch, on y va tous les vendredis après Pâques, donc à la chapelle à Choulan. Et le 28 avril 1628, on a fait une procession pour demander à Saint-Roch de nous protéger, mais celle-là, elle a raté, puisque 3 mois après, la maladie était là. Donc, comme Saint-Roch n'était pas suffisant, on s'est dit qu'on allait le remplacer par un autre saint, qui était Saint Nicolas de Tolontin, patron de l'église de Brou et moine italien, mais ça n'a pas été non plus idéal. Donc, on a changé de saint pour se protéger de la peste. On s'est dit qu'on allait aller voir la Vierge, donc niveau plus haut, il y a les saints intercesseurs, et dessus il y a la Vierge. Donc, le consulat a fait le vœu d'envoyer 2 religieux, des minimes, demander intercession à Notre-Dame de Lorette, qui est en Italie. Donc ils sont partis avec un présent pour demander à la Vierge Notre-Dame de Lorette, qui est une Vierge noire, de protéger la ville de Lyon. Bon, c'est comme à pied, c'est quand même pas simple, ils ont mis beaucoup de temps, et ils ne revenaient pas. Donc comme ils ne revenaient pas pendant l'hiver 1628, eh bien, on a fait un autre vœu à Notre-Dame du Puy, sous la forme d'une procession et d'une messe. Et là, la peste a diminué d'intensité à Lyon. Bon, les religieux sont venus bien longtemps après. La peste était finie, c'était en mai 1629. Alors, l'une des choses, maintenant, ça doit vous dire quelque chose, le vœu des échevins, le fameux vœu des échevins en 1643. La peste revient en 1643. En 1628, elle a tué quand même 50 000 personnes sur 70 000. En 1643, elle revient. Et là, on s'est dit, on va prendre, on va aller prier. Donc, Notre-Dame de Fourvière. À Fourvière, à l'époque, il y avait une chapelle, une petite église, une petite chapelle, qui était vouée à Notre-Dame. Donc, on va aller voir Notre-Dame de Fourvière. Et le 12 mars 1643, le consulat s'engage à ériger 2 statues de la Vierge, place du Change et au pont du Change. Bon, donc, on s'est engagé. Et le prévôt des marchands et les échevins ont fait vœu pour eux et leurs successeurs d'aller à pied toutes les fêtes de la Nativité à Notre-Dame, qui est le 8e jour de septembre, sans robe, pour les échevins, et à la chapelle de Fourvière pour ouïr la messe, y faire des prières, faire des dévotions, apporter des cierges, etc. Et on a fait la première procession en septembre 1643. Donc, toujours ce vœu des échevins, donc ce vœu est exaucé, la peste disparaît. Et elle est tellement disparue que depuis 1643, il n'y a plus de peste à Lyon. Elle a disparu définitivement. Alors, le vœu des échevins,
où il fallait aller prier la Vierge tous les ans, eh bien, on a quand même continué, puisque ça marchait, donc il fallait poursuivre l'effort. Bon, pendant la Révolution, elle a été un petit peu oubliée, puis en septembre 1840, enfin, elle fut reprise le 8 septembre 1843, mais la chapelle là-haut à Fourvière, elle avait beaucoup souffert. Elle avait souffert sous la Révolution, elle avait souffert de la révolte du Canut. Bon, il fallait tout refaire, il fallait refaire le clocher. On s'est dit, on va tout refaire et on va mettre une nouvelle statue, une statue de Notre-Dame. Elle va faire 5 mètres de haut et elle va être bien grande et on la verra bien. En 1852, on s'est dit, on va inaugurer cette nouvelle statue de Notre-Dame sur la chapelle de Fourvière, à l'occasion du vœu des échevins qu'on avait repris. Et en plus de ça, on était d'autant plus redevable à la Vierge qu'à 3 reprises, le choléra était apparu à Lyon et à 3 reprises, il avait disparu aussi rapidement. Donc on avait mis ça sur les vœux à la Vierge. Elle nous avait protégés à 3 reprises du choléra, donc on lui doit bien de refaire sa statue. Et on choisit pour l'inauguration de cette nouvelle Vierge le 8 septembre 1852. Alors, on s'apprête à inaugurer, mais malchance, une crue de la Saône inonde complètement l'atelier de l'artisan qui fait la Vierge. Donc, on ne peut pas inaugurer, on va reporter l'inauguration le 8 décembre. En 8 décembre, il fallait une fête vouée à la Vierge, donc c'est la fête de l'Immaculée Conception. Donc le 8 décembre, on se promet bien d'aller faire, quand même, remercier la Vierge en lui donnant cette nouvelle statue. Le matin du 8 décembre 1852, on s'apprête à l'inauguration, mais manque de chance, un orage terrible tombe sur la ville, éclate, et on s'est dit, il faut à tout prix reporter, on va reporter encore une fois. Mais ce n'était pas de l'avis des Lyonnais. Et alors, les illuminations, donc, vous savez que les illuminations, ça dure depuis bien avant. Hein. Dès qu'il y avait des événements importants dans les grandes villes, partout en Europe, on illuminait avec des lumignons, avec d'autres lumières, etc. Donc c'est une pratique qui se faisait depuis longtemps. Mais là, les Lyonnais, le 8 décembre 52, sous l'orage, on dit, nous, on veut à tout prix notre statue, donc on va illuminer, on va faire la fête. Donc ils ont illuminé, et ce qui fait que, fort heureusement, le soleil est revenu en fin d'après-midi, le soleil revient, la ville est toute illuminée, et de là est née la fête des Lumières. Donc vous voyez, la fête des Lumières, chaque année, le 8 décembre, on fête la Vierge. En fait, on fête l'inauguration de la statue de la Vierge, mais qui n'a strictement rien à voir avec la peste. Alors, du coup, c'était une petite église. Donc, les catholiques lyonnais ont fait un autre vœu à la Vierge en lui demandant qu'elle intercède de façon à éviter l'invasion prussienne en 1870. Donc, cette fois-ci, puisque la Vierge elle est quand même bonne, elle a fait disparaître la Vierge, elle a la peste, elle a évité le choléra, donc elle peut faire que les Prussiens n'envahissent pas la ville. Eh bien, c'est ce qui s'est produit. La ville a été épargnée, et à ce moment-là, on a décidé, en 1871, de remplacer la petite chapelle et l'église par la basilique de Fourvière. Et je terminerai juste sur la peste de Marseille, parce que nous, on n'a plus de peste depuis 1643, mais à Marseille, catastrophe, vous savez, le grand Saint-Antoine, un bateau qui vient d'Orient, chargé de tissus, répand la peste à Marseille. Donc nous, on s'est dit, il ne faut surtout pas que ça arrive jusqu'à Lyon. Donc on a demandé à Jean-Baptiste Goiffon, qui était médecin lyonnais, de prendre en charge la protection de la ville. Et là, il a vraiment bien œuvré. Il s'est parti du bureau de santé. Il a fait expulser les mendiants, nettoyer les rues, installer des quarantaines. Donc il a tout refait, tout ce qui était déjà fait.
Mais en plus de ça, vous savez qu'on a fait un mur. Donc il y a eu un mur qui a été construit dans le sud pour éviter, enfin en particulier en Avignon, pour éviter que la peste ne se propage. Et Jean-Baptiste Goiffon, donc, était médecin et il a empêché la peste de nous atteindre en 1720. Et en plus de ça, c'est un bonhomme important parce qu'en 1720, il était convaincu que la peste se transmet par l'intermédiaire d'un insecte animé. Et donc, il concevait bien qu'il y avait une histoire de microbes là-dessous qu'on ne connaissait pas. Donc, ça fait partie de ces gens qui pensaient que les maladies infectieuses pouvaient être transmises par des insectes animés tout petits. Écoutez, je vous remercie. J'espère que je ne vous ai pas trop abasourdi avec ces histoires de peste. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. J'ai vu dans le documentaire que, je sais pas si c'est vrai, à la peste de Londres au XVIIe siècle, ils avaient tué les chats et les chiens pensant que ça venait Oui. d'eux. Et la peste avait repris de plus belle après le décès des chats et des chiens. Est-ce que c'est... Alors, qu'on ait abattu les animaux, ça, oui, il y en a eu beaucoup, parce qu'on pensait qu'ils faisaient partie du cycle de la peste. Mais que la peste ait repris après qu'on ait abattu les animaux, non, ça c'est le cycle normal de la peste, puisque vous savez qu'il y a, en fait, dans les pestes, toutes les pestes qu'on a vues là, c'est le rat. Et le rat et que le rat. Alors, de temps en temps, il y a des puces du rat qui peuvent aller effectivement un peu piquer le chien. Les puces, normalement, c'est spécifique, hein, la puce du rat. Alors, ce qui est étrange, oui, ça me fait penser, c'est que la puce de l'homme, parce que nous aussi on a nos propres puces, elle ne transmet pas la peste. C'est la puce du rat qui nous pique l'homme qui nous donne la peste. Mais qu'il y ait une relation entre le fait d'avoir abattu les animaux et un regain de la peste, non, ça c'est tout à fait fortuit. Oui. Là, vous avez un certain nombre d'informations, je suppose que vous les avez collectées à différents endroits. Est-ce qu'il existe un ouvrage, un bouquin qui permet de retrouver un petit peu tout ça? Oui. Alors. Vous-même, est-ce que vous avez... Ah ben je crois que j'en ai apporté un. Oui, oui, alors il y a déjà, si vous pouvez aller chercher sur Internet le livre du Père Griot. Bon, c'est en ancien français, tout ça, mais c'est très intéressant. Et sinon, vous avez un excellent livre. Alors, il y a deux livres. Il y a celui-ci qui s'appelle Lyon, malade de la peste, de Monique Lussenet. Mais alors, c'est extrêmement détaillé et tout. Hein. Ce que j'ai fait là, c'est un travail où il faut tout reprendre. Mais qui est vraiment très, très, très important. Et sinon, alors, ah ben, je ne l'ai pas amené. Il y a un autre livre qui est paru il y a 2 mois, 3 mois, qui s'appelle l'histoire des maladies infectieuses à Lyon, donc dans lequel il y a la peste, il y a le choléra, il y a toute la syphilis, etc. Et dont l'auteur principal est Jean Freinet. Donc ça s'appelle l'histoire des maladies infectieuses à Lyon. C'est un bouquin qu'on trouve dans les librairies ou qu'on commande et qui traite de la peste, mais qui traite aussi de toutes les... Alors ça c'est passionnant. Vous mettez là-dedans. Voilà. Et sinon, vous avez comme autre livre, Fred Vargas. Vous me direz, Fred Vargas, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? En fait, c'est pas son nom, Fred Vargas, c'est le nom de l'écrivain qu'elle est, mais en fait, elle est archéologue et archéobiologue. Et son livre s'appelle Le rat, la puce et l'homme, je crois. Pars vite et reviens tard. Pardon? Pars vite et reviens tard. Non. Pars vite et reviens tard, c'est un roman qu'elle a écrit, elle, sous le nom de Fred Vargas, qui traite de la peste. Mais sinon, avant d'être écrivaine, eh bien, elle était elle faisait de l'archéobiologie, c'est-à-dire une spécialiste de l'archéologie et des maladies infectieuses dans l'ancien temps, et c'était une des grandes spécialistes de la peste. Et c'est elle qui explique, donc ça s'appelle Histoire de la peste, la puce et l'homme, et c'est un bouquin qui fait 300 pages et qui est vraiment, qui est formidable.
Je voulais les mettre d'ailleurs. Bon, j'ai pas mis. Oui, n'hésitez pas. Vous êtes remonté assez loin, du coup, dans le temps, à la peste de Justinien, Ouais. par exemple. Est-ce qu'on sait si toutes les maladies qu'on a appelées peste par le passé, c'était bien la peste ou... Non. Alors, ça, c'est une bonne question. Ce qu'on appelait peste dans le langage avant, c'était la catastrophe. Donc, des pestes, alors la vraie peste, à Yersinia pestis, la toute première, c'est la peste de Justinien qu'on a vue. Mais avant, il y en a eu des tas d'autres, la peste d'Athènes en particulier, qui a été très bien décrite, et qui ne sont pas des pestes. Mais alors, c'est très compliqué à savoir ce que c'est, parce que les symptômes sont tout mélangés. En plus de ça, les médecins à l'époque ne décrivaient pas les symptômes de la même façon. Mais alors, dans ces pestes, en fait, il y a surtout beaucoup d'épidémies de rougeole ou d'épidémies comme ça. Et ça, on le sait. Alors maintenant, il y a beaucoup de travaux là-dessus aussi qui se font actuellement. Je pourrais vous faire un petit travail là-dessus. Ou parce qu'on va rechercher dans les dents. Alors, qu'est-ce que les dents viennent faire là-dedans? Quand vous trouvez un squelette qui a 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans, même beaucoup plus, hein, parce que les premières pestes sont arrivées au néolithique. Alors, oui. Et on sait parce qu'on retrouve des squelettes et on retrouve leurs dents. Alors pourquoi dans les dents? Parce que dans les dents, vous savez, il y a du sang qui passe, il y a des petits vaisseaux. Et au moment où la personne meurt, eh bien, le sang reste, ne circule plus. Et dans ce sang, on a vu que dans la phase septicémique, c'est-à-dire que lorsque les bactéries passent dans le sang, on les retrouve donc dans le sang, donc on va les retrouver dans les dents. Et là, avec les techniques de biologie moléculaire actuelles, eh bien, on est capable de dire, tiens, cette personne qui a 12 000 ans, eh bien, elle est morte de la peste. Ou elle est morte de la rougeole. Ou elle est morte d'autre chose. Et ça, c'est tout à fait passionnant. Enfin, les vraies pestes, à Yersinia pestis, c'est la peste de Justinien. Toutes celles d'avant, qui ont été catastrophiques, hein, c'est pas parce que c'est pas de la vraie peste, elles ont été catastrophiques. Hein. Mais c'était pas. Vous nous avez expliqué au début qu'il y avait eu une modification au niveau des porteurs, enfin des rats, du rat noir au rat gris. Oui. Au surmulot. Ouais, au surmulot, qui était un peu plus résistant. Et en parallèle, donc, vous avez parlé des mesures mises en place, on va dire sanitaires. Alors, j'ai plus bien en tête quand est-ce que le rat noir a été remplacé par le surmulot dans votre exposé. 1720. Voilà. Et est-ce qu'on peut expliquer la part de la disparition de la peste par rapport à Oui, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Alors d'ailleurs, alors, le rat noir, alors, oui, c'est ça que je veux dire. Le surmulot a pris le dessus sur le rat noir, parce qu'il est plus agressif et a lui-même éliminé le rat noir. Il n'y a plus de rat noir chez nous. D'abord, alors j'allais dire d'abord parce qu'il ne fait pas assez chaud. Si un jour on voit réapparaître du rat noir, il fera bon. Alors effectivement, donc comme on n'a plus que des rats gris, ce rat gris est plus résistant à la peste, donc il meurt moins, donc on n'a plus de peste. Mais en revanche, la peste est une maladie qui existe toujours. Hein. Dans les pays chauds, il y a toujours de la peste. En Afrique, il y a de la peste. En Amérique centrale, il y a de la peste. Et pourquoi? Eh bien parce qu'il fait chaud. Et il y a des rats noirs. Partout où il y a des rats noirs, il y a encore des cas de peste. Là où il n'y a plus de rats noirs, là on a pratiquement plus de peste. Et effectivement, ça vient alors, le switch des rats est important parce qu'on voit que les cas diminuent, mais tout ça, ça va mettre en parallèle aussi avec les mesures d'hygiène et avec les mesures d'antisepsie, parce que c'est à peu près vers ces années 1700-1800 qu'on invente les antiseptiques, le phénol, etc., le javel. Et donc ça aussi, ça a joué. Donc c'est l'ensemble, le changement de rat, les conditions d'hygiène qui sont bien meilleures et les produits antiseptiques. Voilà. Parce que c'est vrai que ça a été longtemps un mystère. Hein. Pourquoi l'épidémie arrive et pourquoi elle repart et pourquoi il y en a plus. Mais quand on connaît le rat noir, qu'on connaît le cycle, qu'on connaît les puces, on comprend mieux. Enfin, j'espère. Oui. Pourquoi les grosses épidémies viennent toujours de l'Est?
Alors, c'est vrai que les grosses épidémies viennent de l'Est, que ce soit la peste, le choléra en Inde, le coronavirus de Chine. Bien parce que c'était une question intéressante. Attendez, si on réfléchit. Parce qu'en fait, la peste de 1348, qui est partie de Caffa, en fait, elle était déjà dans l'Asie centrale depuis 4 ou 5 ans. Alors, et elle s'est transmise de l'est à l'ouest et du sud au nord. Elle fait comme ceci. Alors là, oui, c'est intéressant. Je pense que c'est pour des problèmes euh, pas forcément d'hygiène. Oui, si on peut. Bon, Les transports d'étoffes, comme à Marseille. oui, il y a les transports et tout, mais par exemple, pourquoi est-ce qu'il n'y en avait pas en Amérique, par exemple? Pourquoi il n'y a aucune grosse maladie? Bon, si après il y a eu la fièvre jaune et tout ça, mais, qui soit devenue du continent américain, faire l'inverse. Bien parce que enfin, en Amérique, continent américain, il y avait très peu de monde. Les Indiens étaient très rares en fait au kilomètre carré, il y en avait très peu. Donc il n'y avait pas d'épidémie possible. Tandis que déjà, et puis il n'y avait pas de commerce, comme vous dites, il n'y avait pas de commerce. Tandis que tout le commerce des épices, des draps, tout ça, ça vient toujours de l'Est. Le transport de l'or, il n'y avait pas de pollution. Non, non. Non, les rats vont pas bien se cacher dans l'or. Mais vous voyez quand même, c'est compliqué là, cette maladie. Hein. Parce il y a les rats, il y a les puces, il y a la contamination directe de poumon à poumon, il y a le temps, il fait chaud, il fait froid, etc. C'est une maladie qu'on a en fait, bien expliquée, et encore il y a des choses qu'on ne s'explique pas encore tout à fait. Mais c'est très tardif. Hein. Yersinia pestis, c'était Pasteur. Donc c'était Yersin, c'est pour ça qu'on l'appelait Yersinia pestis. C'est lui qui a mis en évidence la bactérie pesteuse. Bon, c'était en 1870-80. Donc c'est très récent. Et là, c'est hier. Si demain il y a une nouvelle épidémie, est-ce qu'on a des outils au niveau médical? Épidémie de peste? Épidémie de peste ou d'autres? Oui, Bon, les épidémies de peste, à mon avis, non, c'est plus, ça ne pourra pas arriver, puisqu'on connaît bien. On connaît bien. Les seules épidémies qui puissent être problématiques, c'est les épidémies virales, comme celles qu'on a connues. Hein. Là, c'est vraiment. Moi, je suis bactériologiste, ça fait 40 ans que je fais de la bactério. Ça m'a passionné, l'épidémie de coronavirus. Parce qu'enfin, je voyais ce qui se passait, de tout ce que j'ai enseigné. Mais vous voyez, on retrouve les mêmes choses. On retrouve la peur, on retrouve la façon de communiquer. On ne va pas communiquer, on ne va pas dire. Mais si on ne dit pas. Et tout ça, ça se reproduit, hein, c'est éternel. Hein, c'est vraiment intéressant. Bon. Et il n'y avait pas les réseaux sociaux. Alors, est-ce que c'était bon ou pas les réseaux sociaux? Alors, une question qu'on pourrait se poser, est-ce que les réseaux sociaux et le coronavirus, est-ce que ça a empêché est-ce que ça a favorisé l'épidémie? Voilà une question qu'on pourrait poser au bac. Moi, j'aurais tendance à dire oui, bien sûr, ça a favorisé l'épidémie, dans le sens où vous avez tous les anti-vaccins qui se sont défoulés sur les réseaux sociaux et qui ont empêché le vaccin de se développer, etc. Oui, ça peut jouer beaucoup hein, dans la désinformation. La facilité des transports. Ah ben maintenant, oui, maintenant, bien sûr. Qu'à voir avec le chikungunya et autres, c'est venu à toute allure. Oui, bien sûr. Oui, mais maintenant, ouais, vous avez vu par exemple pour la peste de Justinien, elle a quand même mis 4 ans, 5 ans pour venir d'Égypte. Hein. Tandis que maintenant, c'est 4 heures, hein. Vous prenez l'avion, l'épidémie à l'heure. Hein. Ouais, ça c'est. Alors d'ailleurs, vous savez, les avions, ils sont tous désaffectés avant de. Pas les paquets. Comment? Les cagettes de fruits qui viennent de la Réunion, elles ne sont pas des Tout à fait.
Ah, quoi que je ne sais pas sûr. Ouais, je ne sais pas, oui, ça serait à voir. En tout cas, la cabine est désinfectée. Et bon, et puis, de toute façon, il y a toujours bien un moustique qui va arriver à se planquer quelque part et à résister. Ah, une maladie infectieuse, c'est un... Ah, il y a un excellent bouquin qui vient de sortir d'ailleurs, qui est très gros aussi, par un pastorien dont j'ai oublié le nom, qui s'appelle Les épidémies, qui est sorti il y a 15 jours, que je n'ai pas encore acheté, mais que je vais. Quels sont les antibiotiques actifs sur les signes? Ah ben, oui, alors ça c'est une bonne question. Ah ben, c'est pas dur, elle est sensible à tout. Parce que comme c'est pas une maladie, maintenant on la trouve plus. Donc on ne traite pas, donc il n'y a pas de résistante. Enfin, bon, bien sûr, on va traiter ceux qui sont malades, mais c'est quand même pas grand monde. Hein. Je ne sais même pas quelques centaines de cas par an, hein, je crois, dans le monde entier. Donc la résistance aux antibiotiques, elle apparaît sous la pression de sélection. Là, il n'y a pas de pression de sélection. Donc je crois tout simplement que c'est un bacilgramme moins, un peu de pénicilline, et ça doit marcher. Enfin, ou un antibiotique de base. Fort heureusement, il n'y a pas de résistance. Et puis ça se guérit bien. Mais une maladie qui est mortelle à ce point, qui a décimé des populations, petit coup d'antibiotique et ça va.